Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 16 octobre 2021 et il est déjà 23h08. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film qu'on a vu ce soir. Donc c'était un choix de Zoulut et c'est de L'Apprenti Sorcier. Donc il s'agit d'un film fantastique, un film Disney avec Nicolas Cage, Jay Baruchel par le réalisateur et le producteur de Benjamin Gates. Et qui c'est qui joue dans Benjamin Gates? Nicolas Cage. C'est le personnage principal dans les deux films Benjamin Gates. Je les ai vus. Bah, c'était pas extraordinaire, mais ça allait. Alors c'est un film que j'avais déjà vu au moins deux fois avant ce soir, donc ça devait être la troisième fois que je le voyais. Zou, toi tu avais déjà vu au moins une fois. Oui, Et tu t'en souvenais plus trop, je me souviens à peu près, mais dans les grandes lignes. Alors, de quoi parle ce film? De magie, évidemment. On voit de la magie, et rien que le titre, c'est L'Apprenti Sorcier. Alors, un divertissement mêlant humour, magie et action à découvrir en famille. Il y a de la magie, il y a de l'action, film familial si on veut, ouais. Mais de l'humour, pas tant que ça, je trouve. il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus. Ouais, il y a des passages qui font sourire un petit peu léger, mais c'est pas vraiment un film où on peut dire qu'il y a de l'humour, quoi. Bref, donc ils disent. Alors, Balthazar Blake, Nicolas Cage, est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré Maxime Horvat, Alfred Molina. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors, un peu malgré lui, Dave Stutler, Jay Baruchel, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel pour devenir son apprenti. Le sorcier lui donne une formation express et ensemble ils vont essayer de stopper les forces des ténèbres, ce qui n'est pas gagné d'avance car Dave ne se montre pas très coopératif. Bonus making of et une scène coupée, on n'a pas regardé les bonus. T'es Oui. obligé de parler comme on veut, comme ça? Non, je parle de manière épique parce que Ah c'est. bon? Qu'est-ce qui te faisait souffler? C'était le synopsis ou d'autres? Je trouve qu'il y avait des erreurs, des incohérences. Bah, Ouais, c'est pas tout à fait ça. Le fait qu'il trouve un garçon qui a du potentiel alors qu'il a fait son apprenti, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y a un destin, c'est une destinée. Donc, c'est un peu comme la série Camelot. Voilà, l'épée d'Excalibur, elle va vers la personne qui a une destinée, enfin, vers là où les personnes qui ont des destinées potentielles. En l'occurrence, dans la série Camelot, il y a Arthur, Lancelot et ouais. Perceval. Elle va pas, là, Si, à un moment donné, un épisode lorsqu'ils sont ivres, Arthur et Lancelot, donc je crois, c'est peut-être une saison avant la scission, avant que Lancelot parte. C'est là qu'il commence à y avoir des problèmes, tout ça, et à un moment donné, ils sont ivres. Et Arthur lui montre le principe, comme quoi c'est pas de la merde, Excalibur, donc il lance Excalibur. Et à un moment donné, Excalibur est censé revenir directement vers Arthur. Le problème, c'est que Lancelot a également un destin et à la base, c'était lui qui avait été choisi avant Arthur. Mais le problème, c'est que Lancelot, donc on le sait après beaucoup plus tard, la Dame du Lac en parle, donc je sais plus pourquoi, mais bref, donc Lancelot avait un destin, mais avait des problèmes de comportement. Et donc, lorsque l'épée d'Excalibur est censée revenir automatiquement à Arthur, donc elle revient au milieu entre les deux. Et Lancelot, voyant que lui aussi il est désigné, que lui aussi il pourrait être élu d'Excalibur, donc c'est là qu'ils commencent à se battre pour Excalibur et Arthur assomme Lancelot. Et puis on a un autre je me rappelle de Perceval. Et puis on a un autre épisode où c'est un simple épisode d'entraînement, donc c'est plutôt dans les premières saisons de Camelot. Et du coup, Perceval dit un truc du genre ouais, mais vous avez Excalibur, donc c'est une épée magique ou un truc comme ça, c'est balèze quoi. Et du coup, il dit de toute façon, même sans arme à main nue, il n'y a pas de problème quoi. Donc il envoie son arme à Lancelot, comme ça, du coup, Lancelot il a les deux épées. Sauf que du coup, le problème c'est qu'Excalibur elle se met à flamboyer, mais encore Bah, plus. là, Lancelot, c'est un Perceval. Oui, à part Perceval, je veux dire Perceval.
Oui, mais parce que je me perds dans les noms. Mais je voulais dire à Perceval. Donc c'était Perceval et Arthur en plein entraînement. Et donc lorsqu'Arthur donne son épée à Excalibur à Perceval, et bien l'épée se met à briller encore plus que quand c'est Arthur. Et donc après il a une discussion avec la Dame du Lac et qui explique que Perceval a une exceptionnelle destinée. Donc bref, donc c'est une question de destinée dans la série Camelot, et là également c'est une question de destinée. D'ailleurs il y a un anneau magique qui a appartenu autrefois à Merlin l'Enchanteur et qui ne peut s'activer qu'en présence d'un élu, d'un descendant de Merlin. Donc ils appellent ça un Merlinois ou Merlinien, Merlinien. un Merlinien, voilà. Et donc bref, donc si le jeune héros, donc je sais plus comment il s'appelle, si le jeune Dev n'avait pas été élu, n'avait pas une destinée, il ne serait rien passé, il n'y aurait pas eu de film, il n'y aurait pas eu d'aventure. Donc voilà, il y a quelques petites erreurs au niveau du synopsis écrit au dos du boîtier. Oui, C'est et puis il n'est pas. Voilà, donc à la quête. Hum Son rôle, c'est de trouver cette Ouais, personne-là. c'est sa mission, c'est de Il n'est trouver pas. C'est sa mission, il le cherche depuis longtemps. c'est de trouver le C'est descendant pas. de Merlin et pour pouvoir C'est le pas. former et qu'il Voilà. reprenne le rôle de Merlin. C'est sa, c'est sa mission, c'est pas juste qu'il engage un apprenti parce qu'il a besoin d'un apprenti. Donc voilà, c'est très mal à expliquer. Le résumé au dos du boîtier a été fait de manière pas très intéressante. Alors pour résumer un petit peu le film, parce que du coup vous comprenez peut-être pas de quoi on parle. Alors donc on a un petit passage au début qui se passe dans les temps très anciens, donc plusieurs milliers d'années, donc je sais plus en quelle année, mais c'est dit au début du film. Euh, Après c'est l'époque de Merlin l'Enchanteur, donc on peut imaginer que c'est une époque de style au Moyen Âge. Et donc à des temps anciens, donc il y a des problèmes, et notamment donc Merlin l'Enchanteur qui combat donc Morgane, la fée Morgane, qui dans cette version-là est une personne méchante, quoi, qui du côté des forces du mal. D'ailleurs, selon les légendes arthuriennes, ça dépend après des versions, mais dans certains médias, parfois la fée Morgane est considérée comme une gentille, parfois elle est considérée comme une méchante. Il y avait une série télé sur Merlin l'Enchanteur. J'ai pas tout vu, j'ai vu quelques épisodes de temps en temps quand ça a passé à la télé, et il me semble que la fée Morgane était une méchante là aussi également. Bref, donc Merlin et ses trois apprentis donc affrontent la fée Morgane. Le problème, c'est que au terme de cet affrontement-là, ben, Merlin sera vaincu. Mais il a eu le temps de transmettre des ordres à ses apprentis, à ses trois apprentis, en leur donnant une mission. Donc ils doivent trouver celui qui sera son descendant, qui aura hérité de ses pouvoirs afin de prendre la relève, en donnant donc un anneau qu'ils devront transmettre à ce descendant-là, ce Merlinien. Et du coup, pour qu'ils puissent accomplir la mission, donc leur transmet un sort magique qui leur confère la jeunesse éternelle, c'est-à-dire qu'ils ne vieilliront plus. Le problème, c'est que la fée Morgane, La prophétie, tant que la prophétie de Merlin n'aura pas été accomplie, ils ne vieilliront plus. Donc ça va être leur mission. Sauf que le problème, c'est que la fée Morgane avait des adeptes, et dans ce groupe de 3, dans ce trio de 3, il va y avoir un problème de trahison. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas spoiler des éléments d'intrigue importants. Mais bref, au terme de ce conflit interne qui aura entre ces trois personnes, ces trois apprentis, il ne restera donc plus qu'un apprenti en lice, et qui continuera à chercher encore et encore l'élu, et jusqu'à arriver à une époque contemporaine. Donc autrement dit, il s'est passé beaucoup de temps au fil de des siècles qui ont passé. La fée Morgane avait d'autres sorciers
qui se disaient donc les Morganiens, et qui voulaient, soit c'était des disciples de la fée Morgane, soit c'était des sorciers qui n'ont pas connu la fée Morgane, mais qui ont choisi d'opter pour son camp et qui cherchent à la ramener. À savoir que la fée Morgane du coup se retrouve prisonnière d'une genre de poupée gigogne, c'est ça le terme. Donc qui a plusieurs niveaux, et au fur et à mesure que Balthazar donc affronte les méchants sorciers, ils se retrouvent emprisonnés dans la poupée gigogne. Et donc à chaque niveau de la poupée gigogne se trouve un sorcier différent. Hein, à chaque couche. Et donc, si quelqu'un a été amené un jour à ouvrir toutes les couches de la poupée gigogne, la dernière contient la fée Morgane, et donc ce qu'il faut à tout prix éviter, puisque le sort de la Terre et de l'humanité en dépend. Grosso modo, c'est ça le speech d'ouverture, qui nous expliquait assez rapidement en quelques minutes. Puis on se retrouve à une époque contemporaine où il y a un jeune garçon qui prend le bus avec sa classe, pour certainement une sortie scolaire ou je sais plus trop quoi. Le souci, c'est qu'à un moment donné, par un concours de circonstances, donc je ne vais pas non plus dire pour quelle raison, le jeune Dave se retrouve un petit peu éloigné du reste du groupe, et fait la connaissance par hasard de Balthazar. Et suite à cette rencontre, donc Balthazar va découvrir que c'est lui l'élu, et donc le jeune Dave va hériter de la bague. Mais il va se passer donc certains événements dans cet endroit-là, donc dans un genre d'antiquaire, un truc comme ça. Et de ces événements-là qui vont en découler, donc l'un des plus puissants sorciers qui est du côté de Morgane. Donc c'est écrit au dos de la boîte, c'est Horvat, Maxime Horvat, donc qui on peut dire en quelque sorte le bras droit de Morgane, mais il a ses propres raisons dont je ne dirai pas lesquelles pour ne pas spoiler. Donc il va tout faire pour chercher à faire libérer la fée Morgane. Et donc du coup il va chercher de nouveaux alliés dans l'époque actuelle. Donc s'il y a d'autres sorciers qui sont également descendants de sorciers des Morganiens. Pendant que ce méchant là va traquer Balthazar et Dave pour récupérer la fée Morgane et tout, d'un côté il va les traquer, et lorsqu'il ne les traquera pas, il va chercher à augmenter ses forces et ses alliés. Et pendant ce temps-là, donc Balthazar, lui, donc il va former Dave à la magie, à la sorcellerie, de façon à ce qu'il soit efficace et prêt à accomplir sa destinée. Sauf que Dave, pour lui, donc on va dire au début, en premier temps, il prend les choses pas autant au sérieux que le voudrait son maître. Et donc il s'intéresse évidemment à la magie, mais il s'avère qu'il est également amoureux donc de quoi il est amoureux d'une ancienne camarade de classe, et donc du coup il concentre pas forcément toute son attention sur son apprentissage de la magie. À savoir que entre sa rencontre avec Balthazar et une grosse partie du film, il se sera écoulé quand même 10 ans. Et donc du coup c'est plus un enfant, mais un jeune adulte, un adolescent si on devait utiliser un mot moderne. Donc voilà, donc on a de la magie, des effets spéciaux, de la romance, un film plutôt sympathique, un film pour qui j'ai un petit coup de cœur. C'est pas mon film préféré fantastique, mais j'ai un petit coup de cœur sur ce film-là. Il est plutôt sympa. Après, c'est vrai que j'ai quelques petites déceptions, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme pour ce film. Le problème, c'est que c'est un film qui aurait mérité d'avoir une ou plusieurs suites,
Et comme évidemment, quand c'est des films qui ont beaucoup de potentiel, souvent le premier film sert à mettre les choses en place et est très important pour la narration. Et après, on peut se lâcher sur les suites. Le problème, c'est que je crois que le film n'a pas eu le succès escompté. Et, euh, et donc, on ne verra certainement jamais les suites qui auraient pu se faire. Bah, que veux-tu comme suite? Bah, le Puisque premier, à la fin, donc il y a un affrontement avec notre héros et la fée Morgane, donc c'est un affrontement inévitable, et c'est à ce moment-là qu'il aura le plein potentiel de ses pouvoirs. Mais une fois que le film est terminé, que l'aventure est terminée, donc on peut imaginer que même s'il a sauvé le monde cette fois-là, il pourrait y avoir éventuellement d'autres menaces qui viennent. Donc il y a d'autres sorciers dans le monde, il peut y avoir d'autres menaces. Et puis voilà, donc il est possible également que son apprentissage soit amélioré, donc qu'il se perfectionne dans la magie de façon à devenir plus efficace, et on pourrait le voir affronter plein d'ennemis ou voir des forces démoniaques, tout ça. Il aurait pu avoir des suites super cool. On est sur bon, il y a quand même une fin, mais une fin qu'on pourrait imaginer ouverte. Après, le film en lui-même se suffit à lui-même, mais c'est dommage. Je pense ça aurait été bien qu'ils fassent une trilogie, quoi. Après, dans la romance qu'il y a entre lui et la jeune femme, donc là ils mettent pas le nom sur la boîte, on verra après sur Wikipédia, mais la romance entre lui et la jeune femme me rappelle beaucoup le côté romance qu'il y avait dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Parce que il y a certaines similitudes, c'est-à-dire que notre héros a un côté un petit peu le côté un petit peu maladroit qu'avait le Spider-Man incarné par Tobey Maguire dans la trilogie Sam Raimi. Pareil, la jeune femme dont il est amoureux me fait penser un petit peu également mince, comment s'appelle, Mary Jane Watson, qui est incarnée par je sais plus comment s'appelle l'actrice. Hein, Zou, l'actrice qui joue MJ dans Spider-Man, je sais plus, de Kirsten Dunst, voilà. Donc voilà, il y a des similitudes quand même, je trouve, un petit peu dans le look, dans la façon de parler, même dans le doublage VF, j'ai l'impression que c'est le même. Donc voilà, donc le petit côté romancé entre ces deux personnages-là me fait beaucoup penser à la trilogie Spider-Man Sam Raimi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a quelques petits clins d'œil à Disney. En même temps, c'est un film Disney, donc c'est logique. Surtout au début du film. Au début du film, donc il y a deux petits clins d'œil. Donc un qui est flagrant, donc c'est une petite référence à Toy Story, donc avec Buzz l'éclair. Et si on regarde bien dans la même scène du début, on peut voir également donc un petit personnage de Pluto, donc plutôt le chien de Mickey. Mais là, c'est déjà moins flagrant. Après, plus tard, vers les trois quarts du film, à un moment donné, on a une scène qui rappelle fortement Fantasia, donc la scène culte du premier film Fantasia, celle où Mickey enchante des balais pour faire le ménage plus vite et que ça part complètement en vrille. Et bien, on retrouve quasiment à quelques petits détails près, on trouve quasiment la même scène dans le film, avec la même musique. Mais évidemment, comme c'est un Disney et que Disney a les droits, donc c'est logique qu'ils auraient utilisé. De quoi? Non, il n'y avait pas les hippopotames, ouais. Mais voilà, Fantasia, donc j'ai pas souvenir avoir vu le deuxième Fantasia, donc Fantasia 2000. Après, je crois, est-ce qu'ils en ont fait un troisième? Je sais plus s'il y a eu un remake. Mais en tout cas, moi, c'est le premier film Fantasia qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu plein de fois quand j'étais jeune. Mais bref, donc il y a des petites références. Le film est sympa lui-même, mais c'est pas un grand film. Mais voilà, à voir au moins une fois. Et pour les fans de films fantastiques, de magie ou de sorcellerie, pourquoi pas avoir dans la collection. En tout cas, je suis content qu'on l'ait trouvé. Euh, voilà, et puis Zuglut avait envie de le revoir, donc c'est cool. Donc c'est un film qu'on va garder précieusement dans la collection. On l'avait acheté à Electro Dépôt, après je sais plus à quel prix on l'avait payé, donc quelque chose entre 1 et 5 euros. Mais à mon avis c'était plus proche des 5 euros que des 1 euro dans les prix Electro Dépôt. Et c'était il y a quelques années. Voilà, donc on l'avait acheté neuf. Alors on va regarder après ensemble à combien il se vend le film sur internet. D'abord on va regarder la fiche Wikipédia. Alors, L'apprenti sorcier, The Sorcerer Apprentice, c'est un film américain réalisé par John Turteltaub
sorti en 2010. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du poème du même nom de Johann Wolfgang von Goethe. Donc c'est un film adapté d'un poème. Bon, le synopsis. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Budget 150 millions de dollars. Société de production Jerry Bruckheimer Film, qui a également produit Pirates des Caraïbes, qui est une saga des films de Walt Disney. La boucle est bouclée. Durée 109 minutes. Genre fantastique aventure. Sorti aux États-Unis le 14 juillet 2010. En Belgique, en France et en Suisse romande le 11 août 2010. Casting Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Alice Krige, Teresa Palmer, Tobey Kebbell, Monica Bellucci. Ah bon? Elle joue Veronica Gorloisen. Je l'avais pas reconnue. Gregory Wu, Omar Benson Miller, Nicole Ehinger, Peyton Royalist, Jake Cherry, Robert Capron, Jen Cusack, James E. Stephen, Adrian Lennox et Ian McShane qui joue le narrateur. Production, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a des informations intéressantes à voir? Nicolas Cage est l'instigateur du projet, voulant depuis plusieurs années incarner un personnage avec des pouvoirs magiques. Sur une suggestion de son ami producteur Todd Garner, il décide de faire une version longue du court-métrage L'apprenti sorcier de Disney. Ah, ben voilà. Lui-même inspiré du poème L'apprenti sorcier de Johann Wolfgang von Goethe. En février 2007, le film est annoncé par Walt Disney Pictures. Le tournage a lieu à New York, principalement à Manhattan, Washington Square Park, Times Square, Bryant Park, White Sands et Broadway, Brooklyn, etc. Quelques scènes sont tournées dans le New Jersey à Jersey City. Le 4 mai 2009, un accident de voiture est intervenu sur le tournage provoquant 2 blessés. Le véhicule conduit par Balthazar Blake dans le film est une Rolls-Royce Phantom 2 Fixed H de 1935 appartenant à Nicolas Cage. Donc elle était une de ses voitures personnelles à lui. Les clins d'œil. Ah, ça va être intéressant. Alors, clin d'œil. La scène dans laquelle l'apprenti emploie la magie pour faire plus rapidement le ménage et la vaisselle rend hommage à la séquence L'apprenti sorcier du film Fantasia de 1940 des studios Disney. Bah, ça c'est flagrant. Cette scène est elle-même tirée du poème de Goethe. Le chapeau bleu du sorcier de Mickey Mouse est visible dans une scène post-générique. Cette scène rappelle également celle où Merlin, dans Merlin l'Enchanteur, utilise la magie pour aider Arthur à faire le ménage et la vaisselle avec la musique Igitus Figitus. Et là, je suis dégoûté parce que je viens d'apprendre qu'il y avait une scène post-générique et du coup, je n'ai pas regardé. D'habitude, quand c'est du Marvel, je vais jusqu'au bout, mais là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène post-générique dans un Disney. Zoglut, tu savais, toi, qu'il y a une scène post-générique? Tu dors? Il y avait une scène post-générique, on l'a loupé. Fallait regarder jusqu'au générique, jusqu'au bout. Mais on pouvait pas savoir. À plusieurs reprises, on peut apercevoir dans le bureau de Drake une affiche du jeu de cartes Magic the Gathering. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu ça. Représentant Drake lui-même prenant des pauses à la manière des Arpenteurs. Une scène fait référence à Star Wars. Oui, également, il y a une petite référence à Star Wars. Celle-là, elle est flagrante à la référence. Une scène fait référence à Star Wars quand Horvat se rend dans le lycée du jeune héros pour y soutirer des informations et manipule le secrétaire de l'accueil de la même façon qu'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Lorsque celui-ci persuade mentalement un Stormtrooper que les 2 droïdes qu'il transporte ne sont pas ceux que les soldats recherchent. Drake fait directement allusion à cette scène en se moquant d'Horvat qui n'apprécie guère la plaisanterie. Dave demande en voyant le style de Drake s'il fait partie de Depeche Mode. En effet, Drake aborde un look similaire à celui du chanteur du groupe Martin Gore à ses débuts. Et grâce à sa bobine Tesla, Dave joue la chanson Secrets de One Republic. Voilà pour les clins d'œil. C'est tout ce qu'on a comme info. Alors, le DVD. Le DVD, donc nous on l'avait acheté à Electrodépôt, j'ai plus le prix en tête. Sur Amazon.fr, on peut voir qu'il est toujours commercialisé, expédié, vendu par Amazon à 6,41 €. Ce qui est un prix assez correct. Après, je n'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Il y a Rakuten, il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a eBay, il y a Vinted, etc. Mais voilà, je pense que les prix doivent être plus ou moins similaires. Après, si on regarde chez les vendeurs pro, les particuliers, on peut peut-être trouver moins cher. Après, c'est sûr que si on cherche en occasion, je pense que le DVD, il y a dû en avoir pas mal. Donc, on doit pouvoir trouver facilement dans les 1 à 2 € d'occasion, je pense. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter sur le film en lui-même. Donc, un petit film fantastique sympa. Pas un gros film, mais un film assez plaisant à regarder. Voilà, c'était
l'apprenti sorcier. Salut, salut!